Dans la nuit du 7 au 8 juin 1940, un quadrimoteur français avance seul dans un ciel totalement noir. Sous ses ailes, les villages allemands s'éteignent les uns après les autres. Devant lui, à moins d'une heure, s'étend Berlin. La capitale du Reich dort encore, convaincue d'être hors d'atteinte. Göring l'a juré, aucun avion français ne viendra bombarder la ville. Pourtant, cette nuit-là, un avion civil réquisitionné par la marine, lent, vulnérable et chargé de 18 000 litres d'essence, s'enfonce au cœur du territoire ennemi. Une seule balle suffirait à le transformer en torche. À bord, 6 hommes, épuisés mais déterminés. Et si tout se déroule comme il l'espère, Berlin vivra dans quelques minutes sa toute première alerte aérienne de la guerre. L'appareil qui se dirige vers Berlin n'aurait jamais dû servir à cela. Le Farman 223.4, dont il n'existe que 3 exemplaires, a été conçu pour Air France afin d'assurer des liaisons postales transatlantiques. La marine l'a récupéré au début de la guerre pour patrouiller au-dessus de l'Atlantique à la recherche de navires allemands. Mais dès 1940, les besoins changent. La France manque d'avions capables de voler très loin. Alors les Farman sont transformés en bombardiers improvisés. Les réservoirs passent de 14 000 à 18 000 litres, ce qui leur donne une autonomie exceptionnelle. Ils n'ont pas de soute interne, alors on fixe sous le ventre des rails, pouvant emporter 2 bombes de 450 kg ou 8 de 200 kg, avec en plus 80 petites bombes incendiaires à larguer à la main depuis la porte. Pour se défendre, l'équipage n'a qu'une seule mitrailleuse de 7 mm 5, installée à l'arrière. À pleine charge, le quadrimoteur dépasse rarement 200 km/h. Trop lent pour échapper à la chasse allemande, trop vulnérable pour affronter la DCA. C'est pourquoi il est entièrement peint en noir. Ses missions se déroulent exclusivement de nuit. Le 10 mai 1940, seul le Jules Verne est prêt. Le 13 mai à 19h30, il décolle de Lanvéoc pour attaquer la gare de triage d'Aix-la-Chapelle. Pour éviter les défenses ennemies, il suit un itinéraire compliqué. Brest, Cotentin, La Manche, Ostende, Nieuport, avant de traverser la Belgique en diagonale et de frapper l'objectif vers minuit. Il se pose à 4 heures du matin après un vol de 1700 km. Et ce n'est que sa première mission. Pendant tout le mois de mai, il repart 7 fois. Aix-la-Chapelle à nouveau, Anvers, la digue de Walcheren, l'aérodrome de Flessing. Chaque opération se déroule de nuit, sans escorte, à vitesse d'avion postal. Pourtant, il rentre toujours à la base. En quelques semaines, cet appareil civil devient le bombardier français le plus expérimenté en raid nocturne, longue distance. Le 3 juin 1940, la Luftwaffe déclenche l'opération Paula. Ce jour-là, 5 corps aériens allemands sont mobilisés, notamment le 1er, le 2e, le 4e, le 5e et le 8e Fliegerkorps. Ils réunissent des escadres de bombardement équipées de Heinkel, E-111, de Dornier d'O-17 et de Junkers Ju-88, escortés par des centaines de chasseurs Messerschmitt, Bf-109 et Bf-110. L'objectif est clair. Détruire ce qu'il reste de l'aviation française, frapper les usines aéronautiques de la région parisienne et démoraliser la population. Les bombardiers décollent depuis la Belgique et l'ouest de l'Allemagne, profitant de leur avance territoriale pour réduire les temps de trajet. Leur plan d'attaque est méthodique. Ils frappent d'abord les bases aériennes du Bourget, de Villacoublay, de Dugny et de Brétigny, où stationnent encore les derniers chasseurs français. Dans les ateliers alentours, on répare à la hâte des Caudron C-714, des Morane Saulnier 406, des Déwatines D-520 ou encore des Poté 630. Mais la réalité est brutale. Sur les 240 chasseurs disponibles dans la zone d'opération aérienne nord, seule la moitié est encore opérationnelle le 3 juin. La deuxième vague allemande vise les infrastructures ferroviaires, les dépôts de carburant et les zones industrielles liées à l'aviation, notamment à Gennevilliers, Issy-les-Moulineaux
et autour du Bourget. Paris et sa banlieue subissent un bombardement d'une intensité jamais vue depuis le début de la guerre. Les pertes françaises restent difficiles à évaluer précisément, mais plusieurs dizaines d'appareils sont détruits au sol, des hangars sont pulvérisés et les capacités de réparation déjà limitées sont encore affaiblies. Du côté allemand, les pertes existent, mais restent limitées, en grande partie parce que la chasse française, trop réduite, ne peut aligner qu'une faible partie de ses effectifs. Pour l'état-major français, c'est un choc. La Luftwaffe vient de démontrer sa supériorité totale dans le ciel. À cette date, l'armée de l'air n'est plus que l'ombre d'elle-même. Sur les 420 bombardiers français disponibles le 10 mai, environ 350 ont déjà été perdus au combat ou lors d'attaques au sol. Les chasseurs restants sont trop peu nombreux pour espérer contrer une force qui engage plusieurs corps aériens complets. L'idée d'une riposte naît pourtant le jour même, portée par une logique simple. Si la France ne peut plus changer le cours de la guerre, elle peut au moins sauver son honneur en frappant un symbole majeur. Le 6 juin, l'équipage reçoit l'ordre de quitter l'Anvéoc et de rejoindre l'aéroport de Mérignac, près de Bordeaux, où la piste est suffisamment longue pour permettre un décollage en surcharge. Le 7 juin, à 15h30, le Jules Verne s'élance difficilement dans le ciel. L'avion est à la limite de ce qu'il peut supporter. À bord se trouve le capitaine de corvette Henri Dallière, l'enseigne de vaisseau Comète, le premier maître Yonette, le maître Corneillet, le maître Scour, le second maître Deschamps et le lieutenant de vaisseau Mainvielle, l'homme qui a minutieusement préparé le plan de vol. Après avoir dépassé Ouistreham, l'appareil remonte la Manche, traverse le Pas-de-Calais, survole la mer du Nord, longe le Danemark, franchit la Baltique et pénètre finalement en Allemagne au-dessus de Rostock. Jusqu'ici, aucun signal d'alerte allemand. Les opérateurs de Tempelhof sont persuadés que Berlin est inaccessible et prennent le quadrimoteur pour un appareil allemand en patrouille. Pour entrer dans l'espace aérien berlinois sans déclencher l'alarme, Dallière simule une panne moteur et un atterrissage raté. L'avion descend comme s'il cherchait à se poser sur la piste militaire de Tempelhof, encore entièrement éclairée. Depuis le sol, la scène semble normale. Un avion allemand en difficulté qui remet simplement les gaz. Cette comédie permet aux Farman d'entrer dans Berlin à 100 mètres d'altitude sans être inquiétés. Pour renforcer l'illusion, les moteurs sont volontairement désynchronisés, donnant l'impression qu'il s'agit d'une petite formation plutôt que d'un appareil isolé. L'avion traverse la capitale comme en temps de paix, sans que personne ne comprenne ce qui est en train d'arriver. Le Jules Verne met alors le cap sur les usines Siemens, situées dans la banlieue nord. Au premier passage, l'équipage largue 5 grosses bombes, ainsi qu'une grande quantité de bombes incendiaires. Les explosions frappent les toits et les ateliers, provoquant la toute première alerte aérienne de l'histoire de Berlin. Lors du second passage, la ville s'éteint brusquement. Les projecteurs de la flak balayent le ciel, les canons anti-aériens tirent vers la silhouette sombre du Farman. L'avion manœuvre violemment, malgré sa faible vitesse. Virage serré, montée brutale, plongée rapide. Les 3 dernières bombes ventrales tombent. Le raid est accompli. Il reste maintenant à parcourir plus de 800 km au-dessus d'un territoire entièrement contrôlé par l'ennemi, avec simplement assez de carburant pour rejoindre Paris. À 6h45, il se pose à Orly, presque à sec. Après un ravitaillement express, il décolle de nouveau et rejoint l'Anvéoc quelques heures plus tard. Dans la journée, l'amirauté française publie un communiqué affirmant qu'une formation de l'aéronautique navale a bombardé Berlin, alors qu'il ne s'agissait en réalité que d'un seul avion. Avant l'armistice, le Jules Verne mènera encore plusieurs missions. Les usines Heinkel à Rostock, des dépôts pétroliers près de Venise et la base navale italienne de Livourne. Après la défaite, il est rendu à Air France, mais ne reprend jamais de service commercial, les autorités allemandes refusant de l'autoriser à voler. Il finira détruit dans un incendie sur l'aérodrome de Marignane. Le raid du 7 au 8 juin 1940 ne change pas le cours de la bataille de France.
Il ne sauve pas Paris, ne ralentit pas la Wehrmacht, ne renverse aucune situation militaire. Mais il démontre autre chose. Même au bord de l'effondrement, la France a été capable de traverser toute l'Allemagne, de tromper la défense la plus redoutée d'Europe, de frapper Berlin et de revenir. Un acte audacieux, symbolique, et l'un des épisodes les plus inattendus de toute la Seconde Guerre mondiale.